7 millions sont vendus chaque jour. Un bon pain, c'est le pain qui va être apprécié par le plus grand nombre. Pourtant, notre consommation a baissé de moitié en 50 ans. Si on mangerait pas de pain, qu'est-ce qui se passerait? En cause, de nouvelles habitudes alimentaires. Les gens se posent beaucoup de questions à propos du pain parce que justement, ce qui revient en premier, c'est que le pain fait grossir. Mais aussi l'industrialisation, la baisse de la qualité. Les courses, en fait, c'est un vrai dilemme. On passe son temps à se demander si on achète les bons produits. Aujourd'hui, partout en France, des boulangers, des meuniers, des agriculteurs se battent pour redorer l'image du pain. On ne peut pas faire un aliment de base comme le pain et que le grain contienne des poisons. Redonner à ce pain des goûts, des saveurs, des arômes. Ce qui n'est pas normal, c'est que le pain soit pas bon. Normalement, du pain, c'est bon. Redonner du plaisir. Paris, 7 h du matin, un dimanche. Depuis plus de 3 heures, on s'affaire à l'intérieur de la boulangerie. À l'extérieur, certains sont impatients. Après ses études d'ingénieur, Camille avait décidé de tenter l'aventure américaine. Elle travaillait dans l'agroalimentaire à New York. Mais après 3 ans d'expérience, elle a décidé de revenir en France pour tout reprendre à zéro et devenir boulangère. Les gens aiment la baguette très blanche, donc on la sort vraiment presque pas cuite. En général, c'est ce qui est demandé. À 27 ans, elle prépare un CAP en faisant un stage dans cette boulangerie-pâtisserie parisienne. Quand j'étais petite, j'allais toujours à la boulangerie avec mes parents. Les autres enfants voulaient des bonbons, moi je voulais du pain. C'était toujours quelque chose que j'adorais. Et j'avais fait un stage en 4e dans une boulangerie et je me disais que être boulangère, c'était pas rigolo. C'était pas vendre le pain, mais c'était le faire qui m'aurait vraiment plu. Mais à l'époque, je me disais que me lever à 2 h du matin et pas avoir de vie, ça serait dur. Et puis finalement, je me suis dit, allez, c'est le moment de revenir vers mes rêves d'enfance et de retourner à mes premiers amours de pétrir du pain. Voilà. Voilà, tu le retournes et tu le mets dedans. C'est vraiment le métier qui me plaît le plus par rapport à... Là, j'ai fait de la pâtisserie au début. Bon, à la fin, c'est sûr que c'est plus joli, un gâteau, il y a plein de couleurs, etc. Mais juste à toucher de la pâte, c'est vraiment quelque chose d'agréable. C'est comme un masseur qui va avoir besoin de masser. Et à la fin, je fais quelque chose de magique, un peu transformer la farine. Et puis le pain, ça reste quelque chose que tout le monde aime, que tout le monde recherche. C'est vraiment un beau métier. Donc ça, c'est des traditions, oui. C'est plus petit. Elles sont un peu plus courtes. Le coup de lame, c'est un peu la signature du boulanger. Donc ici, ils ont décidé d'en faire un. Et c'est vrai que ça a fait des baguettes assez jolies. Attention, des traditions. Un boulanger qui a épousé une japonaise. Du coup, une partie du personnel est japonais et beaucoup de ses clients sont venus d'ailleurs. Ici, il goûte un peu du savoir-faire français, car on peut déguster son pain sur place. Moi, la baguette, c'est Paris pour moi, c'est la France, donc voilà. Le pain, c'est le riz français. Chez vous, c'est le riz, ici, c'est le pain. En Allemagne, c'est un peu différent. Dans les pays scandinaves, la tradition, c'est le pain noir. On mange très peu de baguettes. D'ailleurs, les baguettes, elle n'est pas bonne là-bas. Au Japon, il y a beaucoup de baguettes, mais c'est différent de farine, sel, d'eau. Donc, c'est bon, c'est trop bon. Cette baguette qui symbolise notre pays aux yeux du monde a fasciné un historien. Il a fait le choix de consacrer ses recherches et sa carrière à ce pain après une longue réflexion. Stephen Kaplan est professeur à l'université Cornell. Il n'est pas français, mais américain. Il n'y a pas de sujet qui n'est pas touché par le pain. C'est à la fois politique, économique, social, culturel, religieux, linguistique, moral. Ce qui m'a attiré, moi, au début, c'était que j'étais, moi, à la recherche de l'histoire totale, d'une métaphore totale, qui me permettait d'aller un peu partout. Et ça aurait pu être la mort, parce que c'est universel, ça aurait pu être l'amour,
mais c'était quand même pas des choses très palpables. Et puis après, logiquement, c'était le pain. L'histoire du pain aurait commencé sur les bords du Nil, il y a plus de 5000 ans. La légende, c'était en Égypte où on a pour la première fois commencé à faire du pain. C'est-à-dire on a découvert par accident qu'en laissant pourrir un peu d'eau et un peu de farine, ça poussait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est censé d'avoir pratiqué la domestication de la panification. Il y a 2000 ans, c'est le pain que le Christ choisit pour offrir son corps à ses apôtres. La prière demande notre pain quotidien. Au Moyen-Âge, ce sont les féodaux qui tiennent la boulangerie. Ils instaurent même un impôt sur ce pain, le ban. Le pain, à cette époque, est l'essentiel de la nourriture. Il est devenu le centre de la vie. Les paysans sont obligés d'apporter leurs grains aux moulins à eau qui appartiennent aux seigneurs. Le pain va rester pendant des siècles cet aliment principal dont une hausse du prix peut déclencher des révoltes. Au XVIIIe siècle, le pain était à peu près toujours à 2 sous la livre. Et quand le pain montait à 2,5 ou à 3 ou à 4, il y avait panique, il y avait angoisse, il y avait mouvements sociaux, il y avait éventuellement émeute, ou ce qu'on appelait à l'époque émotion. Donc, et on le comprend, parce que si on dépensait au XVIIIe siècle 60% de son budget en pain, en temps normal, et quand le prix du pain doublait, évidemment, on était à 100% de son budget total. Donc, comment payer le logement, comment payer le chauffage? En 1774, c'est la guerre des farines. Les boulangeries sont pillées. Cette année-là, Turgot a libéralisé le commerce du grain, mais les récoltes sont mauvaises. Le prix du pain explose, les plus pauvres ne peuvent plus l'acheter. C'est la famine. La révolution se prépare. En 1789, quand les femmes marchent à Versailles pour ramener le roi Louis XVI à Paris, les femmes, une fois arrivées, disent « Nous ramenons à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Le roi est le boulanger de dernier recours. » C'est le roi qui garantit la vie aux Français, ou plutôt qui promet qu'il n'y aura pas de famine. Ça, c'est aussi l'État-providence. On a changé de régime, on a changé de système, mais on n'a pas changé de logique. C'est pour ça que le pain en France était taxé, c'est-à-dire le prix était fixé, on dit taxé, jusqu'à la fin de 1986. Seulement, au cours du XXe siècle, la consommation a beaucoup changé. De 900 grammes de pain par personne et par jour en 1900, nous sommes passés un siècle plus tard à 135 grammes. Et puis l'industrie agroalimentaire a tout transformé. On n'utilise plus de levain, mais des levures industrielles. Le pétrissage intensif et les additifs changent les textures et les saveurs. Bien des pains sont devenus insipides. En 1978, le gouvernement décide de ne plus en fixer le prix. Petite bombe en forme de pain et de pâtisserie, M. Monnery a en effet annoncé la libération du prix du pain. Boulanger mettre chez lui dans 3 jours, ce sera fait. À partir de samedi prochain, les boulangers décideront librement de leur prix. Ils décideront tout aussi librement de leurs produits. La liberté du prix apportera quelque chose aux boulangers qui soignent de plus en plus leur qualité. Elle défavorisera certainement les boulangers qui se contentent de la médiocrité. Il a fallu du temps pour que ceux qui soignent la qualité parviennent à imposer leur conception. Mais actuellement, ils gagnent du terrain. C'est cette recherche du bon pain qui a incité Camille à changer de vie. Elle a franchi le pas en retrouvant une camarade de classe, Florentine. Elles avaient fréquenté la même école d'ingénieurs où elles étaient amies. En se retrouvant, toutes deux ont décidé de s'unir pour se lancer dans cette autre aventure, acheter une boulangerie. Lorsqu'elles dînent avec des amis, elles ne peuvent pas s'empêcher de parler pain. Le déclencheur, je pense que ça a été aussi New York où je suis partie et j'étais vraiment en manque de pain là-bas, de bon pain français. Et puis après, c'est une histoire d'amitié. On s'est dit, allez, on se lance à deux, on a envie de faire quelque chose pour nous. Tout ça est né d'une discussion bien arrosée. Le pain, le vin, le fromage. Oui, c'est toutes les fermentations. Bon, on ne peut pas dire qu'on n'est pas français. Non. Leurs invités leur permettent une étude de marché très conviviale. Et donc vous, le pain, c'est quelque chose qui partage votre vie, vous en mangez souvent? Souvent. Et en fait, c'est plus du traditionnel. Il y a juste pour le fromage, des fois, en accompagnement, du pain aux noix, noisettes. Le pain, ça reste l'aliment de base, et 2, ça peut être sympa de mettre quelque chose à table qui soit à la mode, quoi.
Ouais. Donc c'est comme, je sais pas, proposer un apéro original et puis avoir un pain de base de mauvaise qualité, ça fera tout de suite tâche. Finalement, j'étais à Vienne il n'y a pas si longtemps, ils font des pains avec des légumes, etc. Et c'est assez intéressant, quoi. Ça, et c'est vrai qu'on pensait faire d'un peu des animations aussi, comme ça, faire les... Bon, je sais pas si je vais dévoiler tous nos secrets. Genre les fêtes nationales des pays et puis faire les pains spéciaux. Ouais, tout à fait, proposer voilà, la semaine américaine et proposer avec des bagels. Les bagels, ou la semaine voilà, sur des thématiques, proposer des pains représentatifs des pays, quoi. Ce sera pas forcément pour tout de suite. Hein, non, voilà, c'est des projets, en même temps on a plein d'idées, on a plein de projets. Bon, déjà, ça sera déjà de faire une bonne baguette de tradition française. Un bon pain de base. Le pain de plus en plus à la mode. La tendance permet à quelques personnages de donner libre cours à leur imagination. À Aix-en-Provence, un poète venu du Québec s'est baptisé le farinomane fou. Chaque nuit, Benoît Fradette joue avec les farines et crée de nouvelles sortes de pains auxquels il donne des noms qui racontent des histoires. Ici, je suis en Provence, je fabrique des nuages parce qu'il y a trop de soleil. Des fois, les gens ils rentrent, puis hier, il pleuvait un peu, puis un nuage, s'il vous plaît, même s'il pleut. Les gens aiment bien manger des nuages. Ben, je l'appelle le nuage parce que c'est une pâte qui est très onctueuse, qui est pleine d'alvéoles. Donc, c'est quelque chose de léger. C'est pas du tout un pavé. Je trouve l'expression pavé, ça fait... J'ai pas le goût de manger un pavé, mais un nuage, ça m'enchante, tu vois. Ouais, ben un pain qui est bien croûté se met à chanter en sortant du four, en fait. La croûte craque. Mais là, c'est chaud. Je peux bien tenir un pain chaud, mais pas trop longtemps. C'est subtil. Le pain blanc, il chante beaucoup plus fort. L'intérêt, c'est pas d'offrir une seule forme, un seul goût. Il y a tellement de possibilités de saveurs, il y a tellement de différentes sortes de farines. On peut tellement jouer avec les éléments. Bon, c'est ludique. Le tango à la tanche, l'alchimiche, le complet veston-cravate et son invité. La chair d'Aphrodite et puissance d'Eros. On se demande où il va chercher les noms qu'il donne à ses créations. Son histoire à lui, il s'appelle d'Isère et d'Ardèche, parce que la châtaigne vient de l'Ardèche et le noix vient d'Isère. Et puis je rajoute un peu de figue et un peu de pomme. Ça fait un pain qui est excellent avec le fromage, qui est excellent avec le foie gras, qui est excellent comme ça. Je suis né dans une région très éloignée au Québec. Puis ma grand-mère venait chez nous, puis elle nous faisait des brioches au raisin. C'est probablement un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Quand elle nous faisait des brioches au raisin, on était tellement contents, un, de voir notre grand-mère, deux, de manger ses brioches au raisin, mais c'était excellent. J'étais pas une boulangère, mais j'ai toujours eu l'impression qu'un pain, ça doit être extraordinaire, ça doit être magnifique, bon et tout. C'est normal. Le goût, le plaisir, Benoît Fradette exige la qualité pour tous les ingrédients qu'il utilise. Des farines bio qu'il mélange comme les œnologues assemblent différents cépages pour obtenir plus de subtilité dans leur vin. Ça, c'est des baies de goji. Les baies de goji, une plante médicinale chinoise qui aurait des effets très bénéfiques pour le foie, la circulation sanguine et même pour les performances sexuelles. Je ne dis pas que c'est pas efficace, mais on aime croire, on aime idéaliser les choses. Donc, j'ai appelé le pain un peu par petit clin d'œil ou moquerie, mais maître goji, parce qu'on voue beaucoup de respect au goji et ses deux épôtres. La subtilité, c'est aussi dans le temps de pétrissage et dans la maîtrise de la fermentation.